Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Radio Fringale. J'espère que vous allez bien. Ce soir, émission de folie puisque pour une fois, c'est ma course préférée dont on va parler. C'est Paris-Roubaix, la course préférée de nombreuses personnes, toujours aussi spectaculaire. Et pour le faire ce soir, à mes côtés, Adrien. Salut Adri, comment vas-tu ? Salut à Thorne, bonjour à tout le monde. Bah écoute, ça va, hein, remis du round des directs, il faut attaquer, enchaîner sur Paris-Roubaix. Donc on va essayer de lister un petit peu les candidats potentiels, mais ça ressemble un petit peu à Milan-San Remo, hein. C'est quand même quand on s'y intéresse de près, il y a pas mal de noms qui peuvent ressortir. On sait que Paris-Roubaix, c'est une course particulière où il faut anticiper. Et on a souvent des surprises, hein. D'ailleurs, je crois que c'est les 11 derniers vainqueurs sont tous différents. Donc voilà, ça classe un petit peu la course. Il faut être costaud, puis il faut avoir de la réussite et de la chance. Donc on va essayer de débroussailler tout ça. Celui qui s'est installé comme un gros Flandrien qui n'a pas lâché une miette de ses Flandriennes, c'est Titien. Salut Titien, comment vas-tu ? Salut, ça va. Effectivement, j'ai pas lâché une miette des Flandriennes. J'ai même regardé le Grand Prix de l'Escaut cet après-midi pour vous dire à quel point j'adore ça. Joli. Si Van Der Poel l'avait pas fait, j'aurais peut-être pas regardé, mais non, mais ouais. Et est-ce que tu t'es régalé ? Dans les 500 derniers mètres, mais l'année dernière, il avait fait moche, ça avait donné une super course, mais bon, là, cette année, pas de vent, grand soleil, les éoliennes bougeaient pas, donc forcément, il s'est pas passé grand-chose. Non, mais en tout cas, pour moi, en tout cas, hormis le Tour de France, la plus belle semaine de cyclisme de l'année avec le Tour des Flandres qui était déjà fou la semaine dernière, et puis la Reine des Classiques qui arrive ce dimanche. Donc j'ai vraiment hâte de décortiquer un peu à la fois les futurs temps forts de la course et puis les futurs noms, en espérant qu'on arrive à avoir le vainqueur parmi la liste ce soir. Bon, ça fait un petit moment, depuis Milan-San Remo, on s'est dit on va arrêter de présenter 3 cyclistes, on va en présenter 25 par émission. Avec un peu de chance, on aura le bon. Et jusqu'à maintenant, bizarrement, ça marche. Avec les téléspectateurs, n'importe quoi, avec les auditeurs, on va lire la liste de départ. Voilà, ça. Comme ça, on est sûr d'avoir prononcé le nom une fois. Bon, et même là, il y a moyen qu'elle change d'ici le départ et que ce soit quelqu'un qu'on n'ait pas eu qui aille la rencontrer. Alors, messieurs, pour ce soir au programme, donc comme tu disais, Titien, on va commencer par présenter le parcours de cette année, les moments forts qui vont nous attendre ce dimanche. Et derrière, donc comme d'hab sur les dernières éditions, nos favoris 3 étoiles, les outsiders, une wildcard. Donc la wildcard, c'est pas forcément quelqu'un qui est favori pour la gagne, mais c'est un mec qu'on voit bien aller chercher une petite place et dont on a envie de parler. Et pour terminer, nos Français. Mais avant ça, messieurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a déjà très longtemps, c'est-à-dire mercredi dernier, nous avions eu l'opportunité de vous faire rencontrer Racine Bière et la brasserie d'Erifchen. Racine Bière, donc cette brasserie en ligne, en somme, revendeur de bières en ligne, qui cherche des bières artisanales un petit peu partout en Normandie pour les mettre à la commercialisation auprès du grand public, qui nous a fait l'honneur de nous offrir un coffret de bière pour vous, chères auditrices et chers auditeurs. Bière du coup brassée par la brasserie d'Erifchen et Kevin le brasseur, qui est un passionné de vélo. Et puisque les Flandriennes et les monuments flandriens vont par deux, on s'est dit pourquoi pas rééditer cette semaine cet objectif, cette chance, ce cadeau. Et du coup, vous aurez la chance de remporter une nouvelle fois cette semaine un coffret de bière. Alors sachant que Théo, tu t'es toujours pas manifesté, je préviens, si d'ici lundi prochain tu n'es pas manifesté, ton coffret repasse en tirage au sort. Hein, voilà, c'est une menace, tout à fait. Donc les règles, messieurs, pour gagner ces fameux coffrets. Alors tout d'abord, il faut s'abonner à Radio Fringale sur YouTube, et ça fait le lien parfait avec le fait qu'on essaye désespérément, malgré une qualité exceptionnelle de podcast, d'atteindre les 1000 abonnés. Donc voilà, vous pouvez joindre l'utile à l'agréable pour nous, notamment, en vous abonnant à notre podcast. Ensuite, il faut laisser un petit commentaire sous la vidéo en donnant votre pronostic pour dimanche. Et enfin, allez vous abonner à Racine Bière sur l'un de leurs 2 réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Voilà, donc c'est les petites règles à suivre pour le concours. On fera le tirage au sort soit dimanche pendant le live, soit lundi si on fait un live review. On vous tiendra au courant de tout ça, ne vous inquiétez pas.
En attendant, voilà, donc c'est 6 bières artisanales venues de Normandie brassées par des Rifchen qui sont à gagner. Et également, vous avez sur le site de Racine Bière toujours les 5 codes de réduction qui vous donnent 15%, si je dis pas de bêtises, avec le code Radio Fringale. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Voilà pour le petit point promo. Surtout, n'hésitez pas à jouer, hein, parce que vous n'avez pas grand-chose à faire. Et à la fin, c'est un beau petit coffret de Binous qui va arriver chez vous et qui pourra notamment vous permettre de passer d'agréables Ardennaises qui vont arriver juste après. Comme je vous le disais, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, enfin faites ce que vous avez envie. Mais voilà, nous on a des petits objectifs qui sont cool, et sans vous malheureusement on ne pourra pas les atteindre. Le point promo, auto-promo, concours est terminé, messieurs, on passe au vélo. Et Titien, puisque c'est ton nouveau rôle, un petit peu, tu es notre motard, notre homme de terrain, tu vas nous décrypter le parcours qui nous attend dimanche sur ce Paris-Roubaix. Ouais, effectivement. Alors j'avais une petite question pour vous, je ne sais pas si vous saviez, en fait, pourquoi a été créée cette course Paris-Roubaix? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a une idée? J'ai vu ça aujourd'hui, donc je vous demande comme ça, hein, mais je ne savais pas moi. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont créé? Non, ouais, par exemple, tu vois, le Tour de France, c'était pour 1896. Ça, je sais, 1896, mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était l'année où de finalisation du construction du vélodrome, et du coup, c'était pour mettre en valeur le tout nouveau vélodrome de Roubaix dans lequel il roule toujours aujourd'hui. Et puis, c'était également pour préparer Paris-Roubaix. C'était une course de préparation pour Bordeaux-Paris qui se déroulait 4 semaines plus tard. Voilà. Okay. Donc, intéressant comme anecdote, mais comme je l'ai vu aujourd'hui, je voulais le partager avec nos auditeurs parce que c'est pas forcément quelque chose de connu. Et Paris-Roubaix, depuis, effectivement, on a gagné des surnoms du Prestige, l'Enfer du Nord, la Reine des Classiques. Et c'est pas pour rien, parce que tout ça, Paris-Roubaix, c'est un parcours très, très compliqué. Alors, effectivement, vous allez me dire, c'est tout plat, mais oui, mais il y a du vent. Il y a des pavés surtout, il y a 29 secteurs pavés. Alors en fait, Paris-Roubaix, ça se découpe en deux. Il y a, on va dire, 150 premiers kilomètres alors, qui sont tout plats, mais où il ne se passe pas forcément peu de choses, parce que souvent l'échappée a de grandes chances de durer, donc il y a une grosse bagarre pour l'échappée. Il peut y avoir du vent. L'année dernière, on avait des bordures. Donc voilà, c'est pas une raison pour prendre l'antenne qu'au premier secteur pavé. Hein. Attention, il peut se passer beaucoup de choses sur ces longues lignes droites dégagées du nord de la France. Et des chutes, des crevaisons, enfin, c'est pas ce qu'on souhaite, mais je veux dire, beaucoup de choses. Ouais, clairement. Et puis ensuite, voilà, on rentre dans les 150 derniers kilomètres de course de la deuxième partie avec 29 secteurs pavés, avec quelques secteurs qui vont être des passages clés de la course. Alors forcément, le premier secteur clé de la course, ça va être le premier secteur pavé, le numéro 29, puisque les secteurs pavés sont annoncés par ordre décroissant. Et donc le premier secteur pavé qui est d'ailleurs pas un des plus faciles, hein. L'année dernière, je me souviens, ça avait donné beaucoup de chutes à l'entrée de ce secteur pavé, c'est celui de Troisville. C'est souvent un moment un peu mythique parce que après une entame de course, on voit les coureurs débarquer sur les pavés, on est tous un peu à l'affût de voir comment se comporte chaque coureur, s'il y a des chutes, etc. Donc souvent un grand moment d'excitation. Deuxième grand moment, ça va être un doublé, le secteur numéro 20 et le secteur numéro 19. Alors le secteur numéro 1, c'est celui d'Aveluy. C'est un des premiers gros secteurs de la course, un secteur 4 étoiles. Et puis il est suivi quelques kilomètres plus loin de peut-être le secteur le plus mythique aujourd'hui de Paris-Roubaix, vous le connaissez tous, le numéro 19, la Trouée d'Arambert, à environ 95 km de l'arrivée. C'est 2300 mètres qui passent à travers la forêt, d'abord en faux plat descendant, et donc les coureurs les prennent à toute vitesse, et puis en faux plat montant dans les 1000 derniers mètres. Donc voilà, des pavés 10 joints, hyper gras, hyper glissants, et voilà. Donc vraiment là, un des passages clés où souvent certains commencent à se tester sur la course. Et puis ensuite, on va avoir un enchaînement. Pour un ordre d'idée, Titien, du coup, la Trouée d'Arambert, au niveau des temps de passage, ce serait aux alentours de 15h. 15h, 15h20 au maximum si la course est extrêmement lente. Voilà.
Juste pour que si jamais vous voulez prendre l'antenne, ce que je vous conseille pas, comme disait Tissot, pour moi Paris-Roubaix ça se suit du début à la fin. C'est une fois par an. Exactement. Mais voilà, on sait que la Trouée d'Arambert aux alentours de. C'est une fois par an, mais il y a tous les dimanches des courses à regarder en entier. Mais c'est une fois par an celle-là, c'est vrai. Mais toutes ne valent pas Paris-Roubaix. C'est clair, c'est vrai. Et effectivement, en tout cas là, faut vraiment faut vraiment pas louper ce secteur de la course parce que et pourtant il en reste encore 18 derrière des secteurs pavés. On va pas arrêter d'enchaîner des secteurs qui varient entre 1 km et 4 km de difficulté. Et puis vraiment, on rentre vraiment dans le dur de la course. Il y a un passage qui est autour des Flandres qui est clé. C'est à 55 km de l'arrivée où on va enchaîner le Quarmont, le Paterberg et le Koppenberg. Et ici, voilà, on va rentrer dans les secteurs 14, 13 de Beuvry à Orchy, d'Orchy, qui sont des secteurs vraiment avec un pavé un peu pourri. Et puis on va arriver à 45 km de l'arrivée dans un secteur clé, là souvent où la course se dessine, c'est celui de Mont-Saint-Pével. Voilà, celui où Van Aert avait attaqué l'année dernière là et où Van Der Poel et Kung avaient été les seuls à pouvoir le suivre. Pourquoi il est dur ce secteur de Mont-Saint-Pével déjà? Parce qu'il fait 3 km, donc il est très long. C'est un 5 étoiles, c'est vraiment un des pavés les plus pourris également de Paris-Roubaix. Et puis, je sais pas si vous vous représentez, mais quand on sort de ce secteur, il y a environ 300-400 mètres en faux plat montant qui font très, très, très mal. Et c'est souvent là que la course se joue. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur l'édition 2006, alors ça remonte un peu, donc peut-être pas tout le monde l'a vu, mais c'est celui où Georgine Capi, c'est hyper impressionnant, il perd son guidon tellement le vélo a souffert sur le pavé et il tombe et il doit abandonner la course. Donc voilà, c'est à peu près ici que la course, en tout cas, si elle s'est pas déjà décantée avant, devrait définitivement se décanter entre les favoris. Et puis on va avancer et puis on va arriver sur encore une fois 2 secteurs qui vont s'enchaîner. Le numéro 5, celui de Canfin en Pével à environ 20 km de l'arrivée, et puis le mythique Carrefour de l'Arbre qui est le secteur numéro 4 à environ 17 km de l'arrivée, qui est effectivement le dernier gros secteur, un secteur 5 étoiles très très difficile aussi, en faux plat montant. Et puis vous connaissez, pour ceux qui suivent Paris-Roubaix, un peu l'adage, celui qui sort en tête du Carrefour de l'Arbre, souvent il va au bout à Roubaix. Donc voilà, on verra si ça se répète cette année, mais il y a de grandes chances qu'en tout cas, quelqu'un qui sort de là en tête, il aille très loin jusqu'au Vélodrome de Roubaix en tête. Et puis voilà, ensuite il restera deux secteurs pavés un peu moins compliqués. Et puis dernier secteur un peu décisif avant le Vélodrome, vous verrez à 4 km de l'arrivée, alors encore une fois ça dépend de la course, mais il y a un faux plat montant, et puis souvent quand il y a 2-3 coureurs qui arrivent, il y en a un qui tente de lâcher ses adversaires ici, c'est vraiment la dernière occasion d'éviter un sprint et de partir. Et puis ensuite voilà, on rentre sur le Vélodrome, un demi-tour de Vélodrome avant la mythique cloche, et puis ce dernier tour du vieux Vélodrome de Roubaix du coup, et puis pour l'arrivée finale. Donc voilà, une course vraiment mythique. Ça va, à partir de 150 km de l'arrivée, ça va pas arrêter d'enchaîner les secteurs pavés. Et bon courage aux coureurs. Moi, je serais très content d'être sur mon canapé. Tout à fait. Alors, on l'a dit, un peu plus de 257 km. Un départ donné du coup à 11h10 et une arrivée prévue pour, si la course est allée rapidement à 45 à l'heure, 17h07. Et puis ça peut aller jusqu'à 17h40. Grosso modo, ne prévoyez rien de l'après-midi, on va pas se mentir. Et c'est le principe, quand il y a Paris-Roubaix. On ne prévoit pas. Une bonne bouffe et une bonne sieste. Alors tu peux pas t'endormir. Impossible. Mais moi j'ai la maladie du mec, ça me fait pareil dans les étapes de montagne du Tour. Je m'endors pendant les secteurs pavés et je me réveille entre les secteurs pavés, tu sais. Je suis là genre putain, j'ai encore tout raté, pas possible. Dans les Alpes, tu connais que les descentes. Exact, non mais je te jure, c'est horrible. J'ai jamais vu un col du Tour, putain, en 30 ans. Bon messieurs, j'avais un petit peu zappé, mais vous me l'avez réclamé aujourd'hui, donc attends, juste avant, par rapport au parcours, je voulais juste faire un petit point météo par rapport à ce qui est annoncé pour dimanche. C'est annoncé très nuageux l'après-midi. Sur une météo, je vois quelques gouttes de pluie, mais ça devrait pas être très violent. 13 degrés sur l'après-midi, et puis un léger vent de face, mais bon, 10 à l'heure, donc pas grand chose, quoi. Un vent qui sera nord-nord-ouest normalement. Donc voilà, c'est pas encore, on est encore 4 jours avant la course, donc ça peut évoluer, mais pour l'instant c'est ce qui est annoncé. Ouais, alors après, souvent Paris-Roubaix c'est compliqué, quoi. Il pleut juste avant, alors pour l'instant il pleut toute la journée de jeudi à voir si vraiment c'est de la forte pluie, si ça peut perdurer jusqu'à dimanche, en tout cas ça peut rendre les pavés un peu glissant, un peu boueux. Sinon, voilà, effectivement, normalement, on devrait pas être comme en 2021 avec une édition où ils finissent la tête pleine de boue. Donc
Voilà. Non, de toute façon, au mois d'avril, maintenant, il pleut plus. C'est vrai, fini, c'est vrai. Celle-là, c'était parce qu'elle était au mois d'octobre qu'il y avait eu C'est ça. vrai. Mais mois d'avril, maintenant, sinon, ouais, Paris-Roubaix est sec. Alors, messieurs, vous me l'aviez réclamé aujourd'hui, comme je disais, j'ai un peu oublié de le lancer juste avant la review du parcours. C'est le fameux quiz. J'ai eu peur que je me suis dit, merde, il en parle pas, il a pas eu le temps de le faire. J'ai bien eu le temps de le faire et je vous ai prévu un petit truc un peu spécial ce soir. J'ai biaisé parce que je voulais pas que vous révisiez, du coup j'ai fait genre que ça allait être un qui suis-je, mais il y aura pas de qui suis-je. Voilà. J'ai trois questions qui vont valoir un point chacune, et ensuite j'ai des questions qui vont valoir 2 points si vous avez la bonne réponse, et moins 1 point si vous n'avez pas la bonne réponse. Oula. Sur un thème Paris-Roubaix ou les deux. Voilà. Comme ça vous oblige à attendre la fin de la question pour répondre, parce que je vous connais. Les deux, l'un, Paris, Roubaix, je sais plus. Et puis à la fin, voilà, c'est n'importe quoi, c'est le foot. Donc on est obligé d'attendre la fin de la question pour répondre. Non, sur Paris, Roubaix ou les deux, vous pourrez répondre quand vous voulez, mais si vous répondez faux, vous perdez des points. Ah oui, on perd un Donc point. en fait, soit vous avez, voilà, et en plus de perdre des points, vous devez ensuite attendre que l'autre réponde. Donc voilà, c'est des règles très... En gros, vous avez le choix, mais pas vraiment, quoi. Hein, Pour commencer, messieurs, qui est l'antépénultième vainqueur de Paris-Roubaix? Colbrelli? Non. Gilbert? En effet, c'est Philippe Gilbert. Alors pourquoi cette question? Parce que il est parti à la retraite à la fin de l'année, et en fait ça m'a fait vraiment... Enfin la fin de l'année dernière, fin de la saison dernière, et on en parlait quand on parlait d'Asgreen sur le Ronde, de se dire mais en fait c'était qu'il y a que 2 ans en fait Asgreen. Enfin je veux dire c'est... en fait Gilbert, bon il n'y a pas eu d'édition en 2020, mais en soi c'est l'avant-dernier vainqueur de Paris-Roubaix, quoi. Alors que moi dans ma tête la victoire de Gilbert elle remonte à un autre siècle limite. Purée, mais ouais, c'est fou, hein. Ouais, puis c'est sa dernière grande victoire aussi. Donc, oui, en plus. Ok. Quelle était la nationalité du premier vainqueur de Paris-Roubaix? Allemand, Joseph Fischer. Pas mal. Et Titien... il est injouable. Ouais, d'habitude ça se passe pas comme ça, hein, mais... Et le deuxième... c'est pas comme ça, mais là je suis... Le deuxième Allemand qui a gagné, c'est Degenkolb, je crois que c'est 2014. Ça va, ils ont attendu un moment. Ouais, c'est souvent qui gagne. Et t'as révisé tout l'après-midi, non? Même pas. Il avait le qui suis sur Joseph Fischer. J'avais le qui suis sur Joseph Fischer. Ouais, c'est ça, je l'attendais, donc du coup... En combien de temps s'est gagnée la première édition de Paris-Roubaix? À la seconde Alors près. attendez, vous me donnez une réponse chacun, et c'est le plus proche de la réponse qui l'emporte. Adrien, tu vas commencer puisque tu mènes déjà 2-0. Ouais. Voilà. Ouais, c'est chaud. Comme ça. 10h28. Ça marche. 11h15. Alors la première édition faisait 280 bornes à peu près, et elle s'est gagnée, alors on n'a pas le temps exact, mais en 9h30. C'est Adrien qui score un 3e point magnifique. Alors attention, je rappelle les règles maintenant de notre petit jeu. Paris, Roubaix ou les deux. Si vous trouvez la bonne réponse, vous marquez 2 points. En revanche, si vous ne trouvez pas la bonne réponse, vous en donnez une mauvaise, vous perdez 1 point. Attention, messieurs. Alors, Paris, Roubaix ou les deux. Je suis surnommé la ville lumière. Paris. C'est 2 points. Vous comptez vos points, hein. Adrien, ça fait 5. Maintenant, tu te débrouilles. Je compte bien pour l'instant. Vas-y, Titien. Surtout, tu lâches pas le compte, hein. J'accueille un monument du cyclisme. Les deux. C'est donc un -1 pour Titien et un 2 points pour... pour Adrien. Et oui, alors bien évidemment, la course ne part plus de Paris aujourd'hui, mais bon, Paris-Roubaix, voilà. J'appartiens à la plaine des Flandres. De Flandre. Ouais. Roubaix, ouais. C'est Roubaix, tout à fait. Un secteur pavé se situe sur mon parcours juste avant ma prestigieuse ligne d'arrivée. Roubaix. Et non. L'arrivée sur les Champs-Élysées, messieurs. Ah, mais. T'es dur là. Ouais, parce que c'est les deux. Du coup. Oui, c'est les deux, tout à fait. Ah, c'est les deux. J'ai pas dit que c'était facile, les gars. Hein. Eh oh. Hein. Le secteur de petits pavés. Hein. Ouais, c'est vrai, mais il est quand même noté comme un secteur pavé. Oui. J'ai été labellisé Ville d'art et d'histoire en 2001.
Paris. Adrien, une réponse? Parce que tout à l'heure j'ai donné la réponse, mais normalement tu peux encore scorer si tu le souhaites. Donc ok, parce que ouais, mais du coup si je décide de pas... Ouais, allez, Roubaix. C'est Roubaix, tout à fait. Oh là 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 là. Et oui, parce que Radio Fringale, c'est aussi de la culture, messieurs. J'ai célébré Tom Boonen comme vainqueur. Les deux. Les deux. Tout à fait, Titien, bien joué, tu scores enfin. Vainqueur en 2004 sur les champs, Tom Boonen. Et puis après, multiple vainqueur de Paris-Roubaix. J'étais considéré comme l'une des capitales mondiales de l'industrie textile au début du XXe siècle. Roubaix. Ouais, Roubaix. Bien évidemment. Parce que Radio Fringale, c'est aussi de l'économie. Et pour finir, et pour bien lancer la suite de l'émission, j'ai déjà vu Wout van Aert lever les bras. Paris. Elle m'a fait mal à moi-même cette question. Franchement, j'ai l'impression de m'auto-flageller, c'est horrible. Et oui, c'est bien Paris, Wout qui allait l'emporter en 2021. Et puis, bon, il a levé les bras avec ses leaders, etc. Enfin, son leader cette année. Voilà. Très bien, messieurs. Et ben, on va pouvoir enchaîner. On va passer à nos favoris. Bravo, Adrien. Oui. Merci. On peut quand même féliciter Adrien qui masterclass sur ce quiz. Titien, vraiment à la peine. Titien, parodie du ronde. Ah, mais depuis que j'ai perdu la dernière fois, j'ai perdu contre Titien. Donc depuis, j'ai bossé. J'ai bossé. J'ai lu tous les ouvrages de vélo que j'ai à la maison, j'ai tout relu. C'était la première fois que tu perdais sur un quiz en plus, la légende dit. Ah, non, parce que Raph, il a déjà dû me battre. Qui veut commencer, messieurs, avec son favori 3 étoiles? Eh ben, je vais y aller. Eh ben, sans surprise, c'est quelqu'un qui a brillé sur le ronde, même s'il n'a pas gagné, mais qui a montré qu'il était très fort. Bien évidemment, je veux parler de Mathieu Van Der Poel, qui pour moi est un des 2 grands favoris avec Wout van Aert, dont on parlera après de ce Paris-Roubaix. Pourquoi? Parce qu'il a gagné Milan-San Remo, parce qu'il a fini 2e du ronde, parce qu'il montre qu'il est dans une forme quand même hyper impressionnante depuis le début de l'année. Il disait, on en a parlé dans la review de Paris-Roubaix, du Tour des Flandres, que c'était son meilleur Tour des Flandres. Moi, je suis d'accord, il était impressionnant. Alors, c'est vrai que Van Der Poel, je pense qu'il aurait été encore plus avantagé par un Paris-Roubaix plus vieux de par sa technique et sa conduite de vélo, mais voilà, il est très fort, je le sens très, très puissant. Peut-être que ça lui a également servi de leçon, là, les 2 bordures qu'il s'est pris sur le Tour des Flandres. Donc, j'espère le voir à l'avant, concentré dès le début de la course et pas perdre de l'énergie inutilement comme il avait fait l'année dernière. Il me paraît vraiment être dans une forme différente de l'année dernière où il était un peu instable avec un retour tardif à la compétition. Et puis il a enchaîné après le Tour de Flandre, l'Amstel, puis Roubaix. Là, voilà, il est allé un peu rouler tranquillement aujourd'hui sur le Grand Prix de l'Escaut. Ouais, je le vois gros comme une maison, aller nous faire une masterclass sur ce Paris-Roubaix. En tout cas, moi, c'est pas parce que j'aime Van Der Poel, mais tous les signaux sont ouverts. Il a une très bonne équipe alpécine. En plus, il y aura des gars comme Philipsen, Ricard également, qui sont très puissants sur le plat, qui seront là pour l'accompagner. Sylvain Zillier, qui a déjà fait 2e de Paris-Roubaix. Donc voilà, si effectivement les circonstances de course ne lui sont pas défavorables, et si ça se joue finalement à la régulière, je le vois bien faire plier ses adversaires dans l'enchaînement finalement des difficultés pavées et aller l'emporter pour la première fois sur le vélodrome. Je réagis à Mathieu Van Der Poel. Non, c'est vrai que Van Der Poel, on a vu qu'il était en forme. Hein. Il a remporté Milan-San Remo. Il a été hyper fort dans le final. Il a été hyper fort aussi dimanche dernier au Tour des Flandres. Ça a pas suffi parce que Pogačar. Là, il y a pas Pogačar et c'est vrai que qui paraît une jambe au-dessus de tous ses adversaires si on regarde un petit peu les dernières courses quand même, comme il n'y a pas Pogačar. Donc oui, clairement, Mathieu Van Der Poel, grand favori. Après, on sait que c'est une course qui lui convient moins que le Tour des Flandres. Il y a aussi un aspect un petit peu plus aléatoire. Et donc à voir comment est-ce qu'il va gérer la course. Je serais curieux de voir la tactique choisie par son équipe, s'ils vont être en mode très offensif en envoyant des gars à l'avant, ou alors essayer de contrôler et de préparer une attaque de Van Der Poel qui se sentira très bien. Ça va être intéressant à voir. Mais comme tu l'as dit, Titien, il y a vraiment une grosse équipe avec des bons gars autour de lui pour l'entourer. Et ouais, clairement, Van Der Poel, vu ce qu'il fait depuis le début de la saison, de toute façon,
Il a clairement coché cette course avant de prendre un petit peu de repos en plus pour sa prochaine partie de saison. Donc ouais c'est vraiment je pense que c'est le favori numéro 1 assez logiquement quand on regarde les courses qu'il y a eu ces dernières semaines. Bah moi messieurs, par rapport à Mathieu Van Der Poel, j'ai l'impression que Paris-Roubaix, donc tu disais Adric, en effet ça lui correspond peut-être moins bien que le Tour des Flandres, et en fait moi j'irais même un petit peu plus loin que ça, et j'ai l'impression qu'en effet si on n'est pas sur une édition ultra technique, bah il a un déficit de puissance un peu Mathieu Van Der Poel sur... Alors peut-être qu'il va me faire mentir dimanche, hein, mais autant quand ça monte un peu et qu'il faut envoyer beaucoup de puissance, comme je l'ai déjà dit, et je pense que c'est clairement le mec le plus capable d'envoyer du watt sur une montée très courte. En revanche, je l'ai jamais vu réellement capable de lâcher tout le monde sur un secteur pavé plat. Et je pense qu'en fait, avec les gros moteurs qu'il y a sur Paris-Roubaix, poursuivre tout le monde ou à la limite mener et avoir des gars dans la roue et tout, il n'y aura pas de souci. Mais en revanche, pour être vraiment capable d'aller décoller des gars qui roulent super bien, bah j'ai l'impression qu'il manque un peu de patate en fait, tout simplement, qu'il est peut-être pas capable d'emmener autant que d'autres et je pense que ça pourrait être préjudiciable pour lui, surtout si on a un pavé assez sec et qui va plutôt avantager les gros moteurs. Après, bien évidemment, il est en super forme, en effet, il a une belle équipe. Une équipe qui, par contre, je pense qu'encore plus sur Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres, c'est important d'avoir une équipe où on n'a pas un leader unique et où clairement, c'est en ayant plein de mecs un peu de tous les côtés qu'on peut aller la gagner. Et sur les dernières années, ça s'est d'ailleurs plutôt gagné comme ça, sur Paris-Roubaix. Ça aurait pu se gagner encore plus comme ça sur les 2 dernières saisons si Moscon n'avait pas eu un vélo tout claqué de la part de son équipe sur Ineos, mais on va pas revenir là-dessus. Mais voilà, et j'ai l'impression qu'en fait la Alpecin, ils ont pas non plus des gars capables, plus d'un gars capable d'aller gagner en fait dimanche, et j'ai peur que ce soit un peu préjudiciable plus tard dans la course quand par exemple peut-être que bien placé des équipes comme Ineos, des équipes comme la Trek, des équipes comme la Jumbo si ça fait pas n'importe quoi, des équipes comme la Bahreïn auront du matos pour être vraiment capable de jouer avec 2 gars dans l'échappée très forts et capables de gagner quoi. Je pense à des duos type Moritz, Fred Wright, des duos Ghana et n'importe quel autre Ineos un petit peu en forme, des Laporte, Van Aert, enfin voilà quoi. Et pour ces 2 raisons-là, moi j'en fais pas mon grand favori. Je pense qu'il fait partie des 3 favoris enfin voilà, de toute façon Van Der Poel sur une course et une Flandrienne forcément dans les favoris, mais je le vois pas aussi favori que sur un Tour des Flandres par exemple, où on en faisait notre très grand favori pour le Tour des Flandres. Là je le vois quand même peut-être plutôt 3e voire 4e dans la capacité d'aller gagner dimanche. Ouais, après ça peut aussi je pense que de toute façon ça va être très tactique. Il peut quand même compter sur sa pointe de vitesse qui peut lui permettre aussi même s'il n'arrive pas à lâcher ses adversaires, il a toujours la possibilité de gagner au sprint, donc c'est pas un gars qui est obligé d'arriver tout seul non plus. Après par rapport à tu parlais de son déficit de puissance, il l'a fait que 2 fois Paris-Roubaix, il l'a fait en 2021, donc là où il se fait battre par Colbrelli, donc sur l'édition pluvieuse, où là il avait, je crois qu'il avait super bien joué aussi tactiquement. À un moment il était sorti, il était rentré tout seul sur la tête de course. Enfin, il avait fait des efforts de fou. Il avait fait un sacré numéro, il avait roulé pour les autres. Beaucoup trop d'efforts. Donc il s'était un peu fait avoir aussi comme ça. Et puis bon, je pense que en 2022 il avait pas forcément des grandes jambes sur Paris-Roubaix, c'était pas sa condition du Tour des Flandres avant. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que oui, cette année on en a un petit peu parlé, il a l'air de courir de manière un petit peu plus intelligente. Donc ça sur Paris-Roubaix, on sait quand même que c'est important. J'ai l'impression qu'il fait moins d'efforts inutiles, alors sauf si il est pris dans une bordure, et encore c'est son équipe qui fait les efforts, mais ça c'est un peu con. Mais voilà, il va peut-être aussi je pense être un petit peu plus serein, dans le sens où il a quand même gagné Milan-San Remo, donc il a gagné son monument. À mon avis, il n'a pas de regrets sur le Tour des Flandres la semaine dernière. Il est attendu en favori, il a
c'est pas un gars il sait gérer la pression parfaitement, hein, donc ça devrait pas l'handicaper. Donc ouais, je pense qu'il y a quand même plein de facteurs qui font que il reste pour moi favori numéro 1 encore par rapport aux autres. Ah oui, non mais alors, moi je suis d'accord oui et non avec toi Théo, je suis d'accord sur la partie qu'il peut se faire piéger par voilà, d'un jeu d'équipe, d'autres équipes qui ont peut-être effectivement des plus grosses armadas et ça, il n'y a pas de problème. Après, sur le déficit de puissance, Van Der Poel, quand il a envie, il fait des top 5 sur des contre-la-montre sur le Tour de France, il t'a fait des numéros en solitaire de 60 km. Je sais pas si vraiment son Tour des Flandres l'année dernière est hyper représentatif. Il sortait il revenait de blessure. Il a fait sûrement un très gros entraînement pour revenir en forme. Oui, pardon, sur son Paris-Roubaix. Et puis ensuite, il a enchaîné, en 2 semaines, il a enchaîné au moins 5 courses différentes, dont le Tour des Flandres qu'il a gagné. Il a enchaîné avec la Gold Race Roubaix. Je sais pas. Peut-être qu'effectivement, c'est pas le mec le plus puissant du peloton sur le plat, mais ça reste pour moi peut-être dans le top 10 des coureurs les plus puissants. Et j'ai du mal à voir d'autres coureurs comme ça le lâcher sur du plat. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais dans tous les cas, je suis d'accord avec toi par contre que le Tour des Flandres, ça lui correspond beaucoup mieux. Mais il joue aussi sur la forme du moment. J'ai l'impression, il y a qu'à voir, hein, le mec il a bouché quand même 4 minutes au Tour des Flandres il met 4 minutes finalement, 3 minutes de retard plus 1 minute à l'arrivée sur tout un groupe de mecs dont des Stéphane Kung, etc. Sur le plat des 10 derniers kilomètres du Tour des Flandres, vent de face, il le reprend du temps. Donc voilà, en tout cas, il a l'air dans une telle forme que je pense que ça peut un peu pallier peut-être ce déficit. Mais par contre, je suis d'accord effectivement sur la partie, ils peuvent vite être isolés face à des stratégies d'équipe et s'épuiser un peu tout seul. Mais ça, on le verra dimanche. Moi, tu vois, je le sens vraiment, parce que j'ai dit juste avant, hein, mais typiquement sur le Tour des Flandres, des mecs comme Pedersen, Van Aert et tout, il leur manque, et encore plus quand t'as un Pogacar qui est là, il leur manque de la vélocité pour passer les monts avec Pogacar et Van Der Poel. Et ben même si et pourtant quand tu vois là, tu dis bah c'est certainement un des top 10 rouleurs, il peut faire des top 5 chronos et tout, ouais, il y a pas de souci. Et comme Van Aert peut aller gagner une Flandrienne où il y a des monts et d'autres mecs machin, mais face à la crème de la crème, moi j'ai l'impression que sur le plat. Et d'ailleurs, on le voit dans son Paris-Roubaix. Alors, il l'a fait que 2 fois, hein, mais je veux dire, il y a 2 ans, il lâche pas Colbrelli. Qui était très bon et tout, mais je veux dire, voilà, qui était aussi un peu une surprise sur ce Paris-Roubaix-là. Et l'année dernière, quand Van Aert il accélère, alors oui, il arrive à revenir après, mais dans les secteurs pavés, il en chie grave, quoi. Alors peut-être qu'en effet, il n'avait pas sa forme, mais j'ai l'impression que face aux vraiment gros mecs puissants qui, eux, par contre, gagnent régulièrement des chronos et sont aussi capables de rouler sur les pavés, surtout, et voilà, pour moi, ça va vraiment être un élément important pour Van Der Poel, si c'est sec comme l'an passé. J'ai l'impression quand même qu'il manque un peu de patate à répéter pour le coup des efforts sur le plat où il faut envoyer énormément sans forcément que ça grimpe, là où il a plus de facilité que d'autres, quoi. Voilà. Je ne sais pas si on en a terminé avec Van Der Poel, si c'est le cas, Adrien. Ouais, moi c'est bon. Oui, je pense qu'on a fait le tour, on a dit le principal, mais c'est vrai qu'il faut bien que tout le monde ait conscience que Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, c'est quand même des profils différents par ces monts, par ces monts au Tour des Flandres et puis par les secteurs pavés sur le plat, c'est pas la même façon. Ouais. Après Boonen, Van Petegem, c'était pas les meilleurs rouleurs du monde et ils ont bien fait le doublé. Ouais, mais je trouve qu'ils nous ont un peu, tu vois, ils nous ont un peu par rapport aux générations qu'on a aujourd'hui qui sont encore plus spécialisées. Enfin, finalement, Boonen et même des Cancellara, tu vois, où on aurait pu dire il peut manquer peut-être un peu de vélocité dans les monts, et Boonen c'est pareil en fait, c'était pas le meilleur rouleur, mais en même temps c'était pas un bon grimpeur. Enfin, tu vois, je pense qu'un mec comme Van Der Poel ou Pogacar encore plus, mais c'est des mecs qui grimpaient beaucoup. Enfin, genre un Boonen aujourd'hui, pour moi, il aurait un profil à la Pedersen, tu vois, qui est plus capable du coup d'aller remporter un Tour des Flandres. Mais parce que la course et les profils ont évolué, tu vois. Bon, écoute, réponse dimanche. Ouais, carrément. Du coup, on parlait de Van Aert, je crois qu'on va peut-être en parler un peu plus en détail. Ouais, bah du coup, moi, je voulais présenter Van Aert en tant que favori, pour plusieurs raisons, parce que bah déjà, c'est Wout Van Aert sur une Flandrienne, c'est un petit peu comme Mathieu Van Der Poel, on est obligé de le mettre dans les favoris. Alors, il a pas gagné, il était moins fort dimanche dernier au Tour des Flandres, mais il fait quand même un début de saison pas dégueulasse sur les classiques. Il fait 3e de Milan-San Remo, il gagne le 3, il fait 2e de Gand-Wevelgem en laissant la victoire à la porte, et c'était le plus fort sur la course. Et bon, il fait 4e sur le Tour des Flandres dimanche dernier, où là, pour le gros objectif, il a pas répondu présent. Alors pour Van Aert, je pense que
Paris-Roubaix est une course qui va mieux lui convenir que le Tour des Flandres. Par rapport à Mathieu Van Der Poel, du coup, je trouve que sur Paris-Roubaix, là, ça rééquilibre les forces. Il y aura peut-être moins de différence, voire pas de différence dans les moments clés. En tout cas, voilà, moi je le trouve plus à l'aise sur Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres. C'est pas une course en Belgique, il a peut-être un peu moins de pression, même si ça reste Paris-Roubaix. J'espère aussi que l'équipe Jumbo a écouté notre débrief de Tour des Flandres et va courir un petit peu plus intelligemment. Donc ça peut à la fois lui servir ou faire gagner un de ses équipiers, mais du coup ça va peut-être aussi libérer peut-être de quelque chose et profiter du fait que il y a un de ses coéquipiers qui a des chances de gagner, qui soit devant ou qui tente des coups, et peut-être lui aussi lui libérer un petit peu de pression. Donc peut-être que voilà, il va s'en saisir. Et puis bon, je pense que Van Aert, ça reste quand même un champion qui a été blessé dans son orgueil dimanche dernier, donc il aura à cœur de se ressaisir, parce que c'est pareil, hein, c'est comme Van Der Poel, après Paris-Roubaix, il y aura une pause avec un objectif sur le Tour de France ensuite. Donc voilà, là c'est la fin de la saison des classiques, donc je pense qu'il aura quand même à cœur, s'il est en jambes. C'est vraiment là le point d'interrogation aussi, hein. On ne sait pas comment il aura récupéré à la fois mentalement et physiquement du Tour des Flandres, où clairement depuis le début de la saison, de toute façon on voit bien qu'il est moins fort que Van Der Poel, mais on sait aussi que des fois sur Paris-Roubaix, c'est pas forcément le plus fort qui va l'emporter. Donc voilà, je pense que Van Aert a quand même un peu plus de chance que dimanche dernier, mais après voilà, ça va dépendre forcément de beaucoup de facteurs. Mais ouais, je pense qu'il faut pas en tout cas faire l'erreur d'enterrer Van Aert parce qu'il était en dessous de Van Der Poel dimanche dernier. Il restait quand même bien plus fort que tous les autres, à part Pogačar et Van Der Poel. Ouais, moi j'aimerais. En fait, c'est terrible parce que pour le coup, je trouve que voilà, comme tu le disais, le profil lui va beaucoup mieux. On l'a vu déjà capable de prouesses assez. Alors, il a jamais gagné, mais on l'a vu déjà très fort. Parfois l'année dernière. Hein. Ouais, l'année dernière. Mais je me rappelle aussi d'une édition, ça doit être une des premières qu'il fait, où il chute 2 fois. À chaque fois, il arrive à revenir dans le peloton et tout. Et tu sais, là, c'est 2019. Un peu la découverte sur route de Van Aert. Tu vois, Titien, tu parlais de la fois où tu avais découvert Van Der Poel, qui avait des problèmes sur le Tour des Flandres et qui remontait malgré tout et tout. Moi, là, ma découverte de Van Aert, c'est vraiment ce souvenir-là, quoi. J'étais là en mode, je suis trop content qu'il le fasse et tout. Je le vois chuter, je suis, dommage. Bim, il revient tout seul. T'es là, genre, ah ouais, monstrueux. Dans son retour, il retombe, il arrive encore à recoller. Puis finalement, il est trop court. Je pense que, voilà. Si le Tour des Flandres est fait pour Mathieu Van Der Poel, pour moi, Paris-Roubaix est fait pour Wout Van Aert. Mais comme on n'est que 2 jours après la review du Tour des Flandres, j'ai toujours un coup sur le casque et je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y arrivera pas. Du coup, c'est quand même moi qui suis obligé de présenter Van Aert en favori, quoi. C'est à quel point on arrive dans l'émission. J'ai dû insister pour le présenter. Non, mais quand même, on marche sur la tête. Non, mais nous, là, les Wood Boys, on est un peu au bout de notre life, là. Donc oui, en fait, voilà, j'aimerais. Je vais me dire, je vais essayer de jouer Karma. Je vais pas trop en attendre et espérer que, du coup, vu que j'en attends pas trop, il me fasse mentir. Et putain, pour Wout Van Aert, j'aimerais vraiment qu'il aille lever les bras juste pour se redonner de la confiance et se faire du bien aussi. Enfin, voilà, quoi. Mais ouais, j'ai rien de plus à dire. Non, mais moi, je vous suis totalement. Hein. C'est le deuxième grand favori pour moi, avec Van Der Poel à égalité. Et même en théorie, c'est le grand favori, parce que effectivement, alors là, pour le coup, je suis d'accord, Wout Van Aert, c'est un sprinter, c'est un rouleur sur le plat. Enfin, il a une puissance inégalée pour moi dans le peloton. Il y a qu'à voir la sacoche qu'il met l'an dernier dans, je sais plus, c'est dans mon Pével, je crois, où t'as Kung et Van Der Poel. Van Der Poel qui revient à l'arrache parce que grâce à ce qu'elle était punch dans le faux plat d'après, mais personne ne pouvait suivre Van Aert quand il accélérait dans les secteurs pavés. Donc effectivement, moi, le seul bémol que je vois là-dessus, c'est encore une fois, sa capacité à se foirer dans les grands rendez-vous. On va pas se le cacher. Ce serait quand même vraiment une libération pour lui de gagner quand même Paris-Roubaix, parce que jusqu'à aujourd'hui, voilà, les grands monuments, ça se refuse à lui, sauf San Remo en 2020.
Et puis il y a sa forme du moment qui reste quand même incertaine parce que alors on dit que Van Aert ça lui convient pas les monts mais quand tu vois les sacoches qu'il mettait dans chaque côte du Tour de France l'année dernière, quand tu vois comment il lâche un peloton entier sur une côte d'1 kilomètre à Boulogne-sur-Mer là dans le Tour de France l'année dernière, je peux pas croire que Van Aert d'un coup il sache plus grimper. Donc je pense qu'il y a aussi derrière ça un petit souci de forme qui est moins bonne que les autres, et donc Van Aert à 100% de ses moyens, pour moi il serait au-dessus de tout le monde sur Roubaix. Autant là voilà, je mets ce petit bémol, mais donc voilà, de toute façon Van Aert, et puis là il aura la meilleure équipe du lot, il y a Van Barle qui revient, voilà, et puis pour le coup je pense qu'ils vont en tirer les leçons de ce qui s'est passé dimanche dernier, et que pour le coup ils vont courir de manière plus agressive. Non, moi je vois plutôt Jumbo remettre les pendules à l'heure, et pas forcément de Van Aert qui gagne à la fin. Ça peut très bien être la porte Van Barle, mais en tout cas je vois la Jumbo très forte, et forcément ça pourra que avantager Wout van Aert. Voilà. Alors pour info, moi ce matin là j'écoutais un journaliste belge, et il prend très très cher en Belgique depuis dimanche. Apparemment c'est vraiment un petit déferlement qu'il est en train de prendre de la part des médias sportifs là-bas. Donc je pense qu'il a quand même une grosse pression de faire un résultat là sur Paris-Roubaix, à gagner tout simplement. Donc à voir si ça va être une pression positive pour lui ou négative. Donc en tout cas il joue quand même, il joue son printemps dimanche, donc j'espère pour lui que ça va le pousser, et même si je suis pas son premier fan, ça ferait plaisir quand même de se dire qu'un coureur comme ça, il mérite pas de pas repartir avec une belle classique à la fin du printemps en monument. Donc voilà, moi j'y crois assez à Wout van Aert. Très bien, et bien pour clôturer cette vague de 3 étoiles, messieurs, alors je dois vous avouer quelque chose. La première chose, c'est que j'ai mis quelqu'un. Alors, on arrive à un moment où voilà, ça fait déjà 3 monuments. À chaque fois, on parle des mêmes. On commence un peu à en avoir à la casquette, quoi. Donc, même si on est là pour faire des previews, bon, des fois, on a envie un peu d'exotisme. Alors, j'ai essayé de trouver mon favori un petit peu exotique. Bon, il est pas ultra exotique non plus. Hein. C'est-à-dire qu'il reste belge, c'est un Flandrien, il fait plus d'1m80, il pèse plus de 75 kilos. Enfin, il a déjà perf sur la course. Voilà. Mais mon favori, c'est Jasper Stuyven. Alors pour 2 raisons. Oui. Oh, la prise de risque, on peut Alors ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est qu'il est pas en super forme, mais il est pas mal non plus. C'est-à-dire qu'il monte un peu tranquillement. On sait que Paris-Roubaix, ça lui réussit très bien, et en fait, je trouve que Paris-Roubaix, c'est vraiment la course, encore plus que d'autres, où t'as des spécialistes. En fait, ils vont briller une seule fois dans l'année, ce sera là, quoi. Un peu comme Gogol sur l'Estrade Bianche, mais je veux dire... T'as des mecs, toute l'année c'est un peu chaud, voilà, ils font des top 10 et tout, mais des fois ils brillent pas, on sait pas, mais sur Paris-Roubaix ils sont toujours là. Et Stuyven, bon, il a eu un petit passage à vide sur 2 éditions, mais globalement c'est quand même une course qui lui va bien, Paris-Roubaix. L'année dernière il était dans le bon coup, il a eu une crevaison au mauvais moment, alors bon, je suis pas sûr qu'il était capable d'aller battre Van Barle, mais il était pas mal. Mais ce qui pour moi va l'avantager aussi, et c'est ce que je disais un petit peu par rapport à Van Der Poel tout à l'heure, c'est que je pense qu'il est dans la bonne équipe, et je pense que Mats Pedersen, qui fera aussi partie des grands favoris, il va avoir un peu plus la pancarte que Stuyven, et que du coup Stuyven pourrait vraiment en profiter pour sortir avec peut-être un groupe de mecs complètement capables d'aller gagner, mais un peu en dessous de leur leader. Et vu que la course est quand même moins difficile et moins sélective pour moi que le Tour des Flandres, c'est-à-dire que quand t'as la bonne jambe sur Paris-Roubaix, c'est quand même difficile de te rattraper quand t'as pris un peu d'avance. Genre là, typiquement, l'échappée du Tour des Flandres de dimanche, si elle a 3 minutes d'avance à 40 km sur Roubaix, elle sera pas revue, quoi. Donc, voilà, donc si Stuyven, il se situe dans un groupe comme ça, il a tout ce qu'il faut pour aller gagner. Pour moi, il a largement de quoi rentrer top 10, top 5, et du coup, vu qu'il a ces capacités-là, je pense qui va faire partie des favoris, et qui va aussi jouer, comme je disais, du fait d'être dans la bonne équipe, d'avoir un bon leader qui du coup sera bien marqué pour peut-être se démarquer. Et je pense que même au-delà de ça, intrinsèquement, Stuyven et Pedersen sur une course comme ça, je les mets à peu près au même niveau les deux. Donc voilà pourquoi je le présente en 3 étoiles aujourd'hui. Et c'est osé, hein. C'est osé. Un peu, ouais. Parce que moi je trouve vraiment que Stuyven, on l'a
pas vu depuis le début de la campagne des classiques là. Alors j'ai pas regardé chaque seconde de chaque pavé, hein, mais pour moi il a été assez absent, jamais trop jamais trop dans le coup, et je trouve que ouais il est pas tellement en forme, et la chance c'est d'arriver à prendre à devancer la course en prenant la première échappée, mais de là à en faire un favori de la course. En wildcard, ça aurait pas été déconnant. Non, mais vraiment, bah attends. Non, mais si, il a fait des bons résultats, mais c'était en 2017-2018, je crois, un truc comme ça. Donc ça remonte un petit peu. Alors certes, l'année dernière, il a fait 7ème, mais moi je trouve ça osé, parce que finalement j'ai pas trouvé même la saison dernière, hein, il a pas été extraordinaire. Non, mais il était là sur Roubaix, tu vois. Et clairement, s'il crève pas, il finit pas 7ème, il est dans le groupe d'avant, et tu vois. Ouais, mais ça, bien sûr, on ne peut pas dire si tu crèves pas à Roubaix. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la jambe, il avait mieux qu'un top 7 dans les jambes, tu vois. Ouais, mais en tout cas, ce serait vraiment une grosse surprise pour moi. Moi, je donne des cotes, moi, messieurs. Ouais. Moi, je pense que je suis plutôt de l'avis de Théo. Je pense qu'il sera là. Et Jasper Stuyven, il a pas eu de chance aussi, il faut dire, depuis le début de la campagne de classique, entre les crevaisons en répétition, les chutes. Il a rien eu pour lui, donc voilà. C'est sa dernière chance dans tous les cas. S'il veut que son printemps ne soit pas non plus totalement raté, il n'a pas le choix. Effectivement, du fait qu'il ait raté sa campagne, il ne sera pas surveillé. Donc, rien de plus à dire que c'est un outsider assez sérieux pour moi, et je serais pas du tout étonné de le retrouver dans le top 10 à la fin, voire le top 5. Hein, et il a tout à fait ses chances. Et puis, quand on parlait de la doublette avec Pedersen, moi, Pedersen, je l'attends bien plus, parce que pour moi, cette course, elle lui convient 10 fois mieux que le Tour des Flandres encore. Il a jamais brillé. Pour moi, c'est une grosse anomalie. Alors, il a pas eu de chance en 2021. Il tombe dans la trouée d'Arambert, là, alors qu'il était parti dans le groupe avec Van Der Poel, mais sinon, voilà. L'année passée, il chute en début de course. Hein. Ouais, j'ai regardé il reste sur 2 abandons, Pedersen. Ouais. Non, mais voilà. Donc, en tout cas, Trek, ils ont une super doublette, et à mon avis, ça devrait très bien fonctionner pour l'un des deux. Donc, et Stuyven, moi, je soutiens. Je pense que c'est une cote qui se tente et qui est pas trop risquée. Encore une fois, quand on le verra avoir une chute à 120 km de l'arrivée, on en reparlera, mais voilà. Non, mais dans tous les cas, pour moi, il est dans le top 10 des favoris avant la course. Puis tu vois, la Trek, en plus, comme tu dis, on a dit super doublette, mais des mecs qui savent jouer sur leur doublette. Enfin, je me fais aucun souci si les deux, dans les 50 derniers kilomètres, ils sont à l'avant de la course, pour que ce soit hyper dur à gérer pour les autres équipes, quoi. Parce que ni l'un ni l'autre, tu peux les laisser partir. Hein. Ils ont des profils de fous. Donc, ouais. Ok, il est temps de passer aux outsiders, messieurs. Qui veut commencer ? Eh ben, je vais y aller, allez. Mon outsider, moi, on parlait de rouleurs, de mecs qui savent envoyer sur le plat. Et moi, je vais vous parler d'un mec qui va avec pas mal de fraîcheur, qui a été impressionnant depuis le début de la saison, qui a pas fait le Tour des Flandres. Et puis, c'est un peu l'attraction. C'est Filippo Ganna. Alors Filippo Ganna, il a fait son premier Paris-Roubaix l'année dernière. En fait, on l'avait vite annoncé que ce serait un crack sur les Flandriennes, parce que si je dis pas de bêtises, il l'avait gagné en espoir Paris-Roubaix, et puis il est arrivé l'année dernière, il avait réussi un gros coup avec son équipe en créant la bordure qui avait piégé les Asgreen, les Van Der Poel, les Van Aert et Pedersen et autres. Et puis on l'avait vu malchanceux ensuite dès les premiers pavés, il avait crevé, il avait dépensé beaucoup d'influx nerveux à essayer de revenir dans le peloton. Ensuite il avait attaqué à Trouet d'Arambert, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il était sorti du peloton. Ouais. Et puis derrière, il avait été un peu rentré dans le rang pour finir dans le peloton qui se joue la 15e place, je crois. Donc voilà, Filippo Ganna, il est rentré dans une autre dimension encore cette année, puisque il a prouvé en étant dans le final de Milan-San Remo qu'il savait tenir la distance. Alors même si Milan-San Remo c'est assez particulier, il a surpris tout le monde ce jour-là. Il surprend tout le monde depuis le début de l'année en allant jouer sur des terrains où on l'attend pas forcément, qui sont par exemple les courses de côte, les choses comme ça. Donc moi je serais pas du tout surpris de voir Ganna surprendre de nouveau. Peut-être qu'il lui manque un peu de technique sur Paris-Roubaix, mais par contre en termes de gros bourrin, là on a un très très gros bourrin, et c'est pas forcément encore une fois le mec qui sera le plus surveillé. Donc pour moi c'est un très gros outsider, Filippo Ganna, et c'est un mec finalement on sera pas forcément déçu s'il finit 20e, et il a tout à gagner à venir sur ce Paris-Roubaix. Donc moi
Moi, voilà, Ghana, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais voilà, ça peut être quelque chose. Il fallait en parler. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que techniquement, il en manque un peu. Si la course demande surtout d'avoir un gros moteur, il a redécouvert l'an dernier, vu qu'il l'avait déjà gagné en espoir, mais chez les grands. Cette année, il est dans une super forme. L'état de fraîcheur, le fait de ne pas avoir fait les Flandres, ça peut lui être que bénéfique. Clairement, il va arriver frais comme un gardon. Et en plus, mine de rien, c'est une course qui réussit bien Ineos sur les dernières années, parce qu'on parlait de... Donc il y a la victoire de Van Barle l'année dernière, il y a Moscon qui du coup en 2021 est censé faire une Van Barle, mais malheureusement il a ce vélo qui crève, puis le vélo qui remplace qui a les pneus beaucoup trop gonflés, et sur les pavés détrempés plein de boue, ça va pas. Mais du coup, il passe son temps à glisser et il se fait rattraper. Mais du coup, sur les 2 dernières années, ils ont Ineos capable de bien jouer la course. L'année dernière, ils n'ont pas hésité à tout faire péter dès le début et à proposer une course hyper excitante dès la première partie de Paris-Roubaix. Donc pour tout ça, je pense que c'est un outsider plus, moi, Ghana, dimanche. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Moi, Ghana, il m'impressionne beaucoup depuis le début de la saison. On avait déjà eu des petits prémices avant Milan-San Remo, mais vraiment sur Milan-San Remo, il était costaud, hein, quand il va chercher. C'est Krag Andersen qui arrive plus à suivre Pogačar, et hop, Ghana, il fait l'effort pour sauter dans la roue. Hyper impressionnant. Le sprint qu'il fait, ça démontre un petit peu toute la puissance qui lui restait encore à la fin de la course, et on sait qu'il en faut de la puissance pour Paris-Roubaix. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Ça peut vraiment être une très bonne cote, ce Filippo Ganna, et il sera vraiment à surveiller. Et à mon avis, il va vouloir tenter quelque chose, parce que j'allais dire faut qu'il arrive un peu tout seul, mais vu le sprint qu'il nous a fait à San Remo, du coup c'est même pas si sûr. En plus, on sait que c'est particulier, un sprint sur vélodrome. On sait que Filippo Ganna, il connaît bien les vélodromes aussi, hein, il a tourné un paquet de fois assez rapidement autour. Donc non, c'est vraiment un gros client, 1m93, 83 kg. Je peux vous dire que ça, les gars, sur les pavés, ça bouge pas. Non, mais il est beaucoup plus lourd que Van Aert, que Van Der Poel, par exemple. Donc c'est une course qui peut clairement lui correspondre, et j'ai trouvé ça plutôt logique aussi de ne pas aller sur le Tour des Flandres. Si vraiment il veut se préparer pour Paris-Roubaix, ça lui correspond beaucoup mieux. Donc gros client. Très bien pour Filippo, messieurs. Et moi, mon outsider, c'est un autre très bon rouleur qui avait surpris tout le monde l'année dernière au début du Tour de France, quand on pensait que le maillot jaune allait partir chez Jumbo ou à Poggi ou machin. C'est Yves Lampaert. Yves Lampaert, pourquoi ? Je reste un petit peu sur mon idée de... je pense qu'il y a des hommes de Roubaix, et Lampaert, c'est clairement un homme de Roubaix. C'est-à-dire que voilà, il peut perf dans la saison, il est des fois là où on ne l'attend pas forcément, mais par contre à Roubaix, il est tout le temps là, il perf à chaque fois qu'il y a une course. L'année dernière, alors il fait 10e, on pourrait se dire il est en baisse de régime, mais il se prend une chute monumentale l'année dernière, alors qu'il est dans le groupe qui du coup est juste derrière, qui a été lâché par Van Barle. Alors il n'est pas là pour la victoire non plus, mais je veux dire, il est pas largué. Suite à cette chute, il finit un peu plus loin, mais voilà, il tourne autour depuis un moment. Je crois il a fait 2e, 3e, il fait 10e. Enfin voilà, il est vraiment, c'est une course qui lui réussit plutôt bien. Alors il est pas, sa forme depuis le début de l'année, on sait pas trop. Il a pas, voilà, il a une 3e place sur la classique Bruges de Panne, qui a été très compliquée. Alors c'est pas une totale flandrienne, enfin je sais même pas si on peut vraiment dire que c'est une flandrienne, mais qui était par contre assez dure. Il fait 16e de l'E3, et puis alors après sur Grand Belgium et le Ronde, c'est moins ça. 67e et 41e, mais je pense que mine de rien, il sera en forme sur Roubaix. Il a fait 20e de Milan-San Remo aussi, ce qui démontrait d'une pas trop mauvaise forme. Je pense que c'est un de ses objectifs. On a vu que Quick-Step avec Casper Asgreen relevait un petit peu la tête. J'ai bon espoir qu'il soit là cette année, les gars, et que Yves Lampaert puisse faire une super perf, et je le verrai bien cette année aller s'adjuger ce magnifique monument. Ouais, il y a deux choses par rapport à Lampaert. C'est sûr que c'est un homme de Roubaix. Clairement, on l'a très souvent vu à l'avant sur cette course, son podium en 2019. Enfin voilà, il a l'expérience de ces rendez-vous-là. Après, moi, ce qui m'inquiète quand même pour lui, c'est sa forme depuis le début de la saison. À l'image de la Soudal Quick-Step, sur les classiques, quand même, je trouve
je le trouve pas tellement dans le coup, donc j'aurais un petit peu plus d'inquiétude de ce côté-là. Mais après, c'est peut-être un petit peu comme pour Stuyven, quoi. Il est moins surveillé comme le lait sur le feu que les autres gars dont on a parlé, et il peut peut-être en profiter sur, alors pas forcément dans la première échappée, mais sur sortir dans la trouée d'Arenberg avec un petit groupe et puis que ça colle bien. Donc on n'est pas à l'abri de ça avec Lampard. Donc voilà, après tout dépend de ses jambes et de sa condition. Moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Bah ouais, je rejoins tout ce que vous dites, et notamment que Lampard c'est un homme de Roubaix, et qu'inversement, je sais pas où est la condition. Moi j'ai quand même, alors je voudrais pas non plus qu'on oppose le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, et pour moi les mecs qui étaient devant au Tour des Flandres, il y en aura un paquet, ça veut dire qu'ils sont en grande forme et qu'ils seront là aussi à Roubaix. Donc Lampard au Tour des Flandres, je me demande où il est passé, mais il y a des saisons où il était quand même là dans les 10-15 premiers du Tour des Flandres, et je sais pas, là franchement il est aux abonnés absents sur les Flandriennes, voilà. Mais sinon, en théorie, c'est comme Stuyven, c'est un des mecs qui devrait être dans le top 10, et je serais pas du tout surpris. Pour moi, c'est une grosse cote également, et voilà. Donc non, il y a des pour et des contre, mais Lampard a tout à fait sa place en tant qu'outsider sur ce Paris-Roubaix. Ouais, c'est clair que sur le Tour des Flandres, il était pas ouf, mais je me suis aussi basé sur ce qu'il avait fait en 2021, et tu vois, il avait fait 30e du Tour des Flandres en 2021. Et l'année dernière, il est potentiellement en course sur le podium avant d'avoir cette chute à 7 km de l'arrivée. Ah ouais, c'est sûr. Et là, cette année, il fait... je crois qu'il fait... Ouais, il est plus loin, hein, il fait 40e, il me semble. Il est vraiment... ouais, il fait 41e. Il est largué... Il est largué, mais sur le 3, il fait 16e. Il est pas dans le groupe, qui suit, quoi. Enfin, après, bon, c'est toujours un peu le problème. Les mecs derrière, on sait jamais ce qui leur arrive. Il suffit qu'il ait eu la mauvaise. Mais ouais, c'est clair que par contre, là où je vous rejoins aussi. Ah si, il fait dernier, pardon. Il fait dernier du groupe avec De Genkolb, réglé par Christophe. Il arrive pour la 18e place, quoi. Mais du coup, après. Je pense qu'il a la capacité d'être en forme pour Roubaix, mais en effet, il n'est pas dans la forme de sa vie. Hein, on est d'accord là-dessus aussi. Ouais. Eh ben écoutez, moi aussi j'ai choisi un gros rouleur pour compléter la panoplie. Pareil, 1m93, 83 kg. Ah, c'est comme Ghana, c'est marrant ça. Et tu présentes Ghana, c'est Stéphane Kung. Qui lui, pour le coup, paraît très en forme. Ouais. Il a fait un très bon Tour des Flandres. Il était dans le groupe qui a anticipé avec les Pedersen, Asgreen et compagnie. Et moi, il m'a fait bonne impression, et c'est un petit peu comme beaucoup d'autres coureurs. Je pense que Paris-Roubaix lui convient beaucoup mieux qu'un Tour des Flandres. Il a fait 3e l'année dernière, on s'en souvient. Hein, il a pu tenir la roue de Van Aert quand il a accéléré. Et je pense vraiment que c'est un gars qui est fait pour cette course. Et autant avant le Tour des Flandres, j'aurais peut-être eu alors pas d'inquiétude, mais peut-être quelques questions, mais voilà, ce qu'il a pu faire sur le round, ça a été pour moi très positif, et Kung, il faut absolument pas l'écarter de la liste des outsiders sur Roubaix. Donc je pense que c'est un gars qui a la capacité de faire des différences sur les secteurs pavés. De toute façon, lui, il faudra qu'il arrive tout seul s'il veut espérer remporter la course. Donc s'il a les bonnes jambes, je pense qu'il peut vraiment faire un numéro. Donc on le sait, très, très résistant. Donc voilà, mon outsider, le Suisse Stéphane Kung. Ouais, on avait aussi un peu du questionnement la semaine dernière sur sa capacité à faire une belle course. On voyait vraiment Madouas leader sur le round 2, et finalement, comme tu dis, il fait une super 6e place. Moi, je l'attendais pas à ce niveau-là. Et je pense comme toi, hein, que Kung sur Roubaix, c'est du solide. Bah voilà, hein, de toute façon, c'est costaud. On voit que sur les pavés, d'année en année, il roule de mieux en mieux. Il sera forcément à suivre. Et là, je pense que pour le coup, il aura vraiment un leadership unique. Donc, il sera peut-être encore plus à l'aise dans sa manière de courir sur cette course. Je vais peut-être un peu à contre-courant, mais encore une fois, effectivement, Stéphane Kung, c'est un des meilleurs rouleurs du monde, et effectivement, Paris-Roubaix, c'est la course, en tout cas la classique, qui lui convient le mieux. Autant, moi, il
il me fait pas grande impression depuis le début de l'année. En fait, c'est surtout que l'année dernière, j'ai trouvé son année 2022 assez folle par rapport à ses standards, qui pour moi était quand même un coureur vraiment un outsider sur les classiques. L'année dernière, il s'était avéré, sur Roubaix, clairement, c'est un des 3 plus forts avec Van Baarle et Van Aert. Même sur le Tour des Flandres l'année dernière, il finit juste derrière les tout meilleurs. Il avait ce niveau pour lutter avec le podium. Cette année, mais l'année dernière, il était même puissant sur les sprints, pour dire qu'il a failli battre Van Aert sur le vélodrome. Il me faisait une impression assez énorme qui me fait pas trop cette année. Alors, il a gagné un chrono à l'Algarve. Mais au-delà de ça, je l'ai pas trouvé hyper tranchant. Alors, je pense que voilà, il est dans le bon groupe. Il fait un très bon Tour des Flandres, sans pour autant, à aucun moment, j'ai senti qu'il pouvait aller chercher un résultat, en tout cas un podium ou quelque chose comme ça. Et puis sur le plat, tu vois, un moment comme sur à travers la Flandre, là, quand Laporte il sort et tu vois Kung impuissant, vraiment qui se prend 200 mètres en 2-3 minutes, alors que c'est lui qui roule, etc. Je sais pas. Je sais pas comment dire, c'est plus dans l'impression de puissance qu'il avait l'année dernière que j'ai du mal à retrouver cette année. Mais encore une fois, c'est pareil, il peut très bien figurer, c'est pas pour autant qu'il figurera pas, mais je sais pas, j'ai cette impression qu'il est pas... il y a un truc qui est moins bon que l'année dernière, mais je saurais pas comment l'expliquer plus que ça, et peut-être qu'il me fera mentir dimanche, mais voilà, c'est pour ça que j'ai quand même du mal à y croire en Stefan Kung. C'est vrai qu'en termes de stats, il est il était plus présent l'année dernière, mais bon, si on prend le 3 et le Tour des Flandres, il me semble qu'il fait même place. Il fait combien ? 5e cette année ? 6e. 6e, il fait 5e l'an passé sur le Ronde, et il avait fait 3e sur le 3 l'an dernier, et il a fait 6e cette année, quoi. Donc finalement, il est pas si loin que ça. Hein. Ouais, mais moi je suis assez d'accord avec Titien sur l'impression. Oui, par contre, sur l'impression, il a l'air moins... Il est jamais en mesure de jouer le podium. Ouais, moi, sur à travers les Flandres, effectivement, je pensais qu'il allait pouvoir être meilleur que ça dans le final. Et finalement, bon, après, voilà, c'est la condition de Laporte, mais je vois ce que tu veux dire, dans le sens où on a l'impression qu'il manque un petit quelque chose, mais après, est-ce qu'il manque pas en régime, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il a aussi fait un petit peu différemment pour préparer les classiques et peut-être plus ciblé Paris-Roubaix, en voyant à quel point il avait bien perfé l'année dernière, et du coup revu un petit peu sa préparation, en arrivant un petit peu fatigué sur certaines courses, en essayant de faire des efforts et travailler en vue de cet objectif. Donc si l'approche est un petit peu plus intelligente, ça peut expliquer cette baisse de régime et le fait qu'il ait été moins tranchant sur les courses avant pour être au top sur Paris-Roubaix, contrairement où l'année dernière, peut-être où on l'attendait moins, il était peut-être moins en grand favori, peut-être que lui il savait peut-être pas à quel point il allait performer, donc il essayait d'être un petit peu au top tout le temps. Donc il y a peut-être un petit peu de ça aussi. C'est aussi la strat chez la FDJ de se dire que l'année dernière on a vu que Madouas était du coup plus à l'aise sur le Ronde, parce qu'il fait 5e l'année dernière Kung, mais il était quand même largué, enfin je veux dire il était dans le groupe, il a pas joué la victoire non plus, quoi. Il est rentré et le groupe de devant était quand même... il était en retard par rapport au gars qui était sorti. Et peut-être que chez la FDJ on s'est dit Madouas a plus un profil pour le Ronde, et du coup Kung décale un peu sa prépa pour Paris-Roubaix, sur lequel en effet il était hyper dominateur l'an passé. Moi il était même au-delà de mes espérances sur Paris-Roubaix l'année dernière, hein. Ah ouais, il était fort. Bon, alors moi j'ai un peu de mal avec il suffit d'une chute 1 km et toute ta prépa d'une année pour un jour de course. J'arrive vraiment pas à croire enfin pour moi, ceux qui étaient en forme dimanche, ils seront en forme dimanche d'après, et enfin les états de forme ils vont plus tellement évoluer maintenant. Donc il était en forme, Kung. Oui, moi, je l'ai trouvé plus à aucun moment je me suis dit qu'il allait gagner. Ouais, mais finalement, l'année d'avant, il s'est pris 4 minutes dans la vue par un Van Der Poel l'année dernière, il se prend quelques secondes. Hein. Ils se sont tous pris ça cette année. Oui, mais l'année dernière, c'était un mec, pour moi, qui pouvait jouer. Enfin, sur Roubaix, c'était un cador des cadors, quoi. Franchement, c'est le seul qui suit Van Aert quand il réaccélère. Il est vraiment au niveau de Van Aert. Il n'y a que Van Baarle qui a pu anticiper devant, qui est parti, mais... Autant cette année, il me semble un ton en dessous, mais c'est vraiment dans l'impression. Hein. Enfin, de le voir quand même se faire Kung, le top roller, se faire déposer, mais il s'est fait déposer par Laporte. Hein. C'est sur du plat, quoi.
Enfin, je sais pas, je sens un truc qu'il y avait l'année dernière que je retrouve pas cette année. Mais encore une fois, je serais très heureux que la FDJ et Kung l'emportent dimanche. Mais j'ai un peu peur et puis en plus, faut qu'il s'isole parce qu'il gagnera pas au sprint, quoi. Oui, donc, là, c'est ça aussi. Il faut qu'il lâche les types. Donc il ça, faut beaucoup de. Voilà, je sais pas. Autant, tu vois, je serais pas étonné. Je serais moins étonné de voir un Lampard aller s'imposer qu'un Kung, par exemple. Mais bon. Très bien, messieurs. On verra de toute façon dimanche. Il est l'heure des wildcards. Plus que 3 jours. Et oui. Et wildcard. Écoutez, moi j'ai choisi Nils. Petit Nils Pollitt. Ça fait longtemps qu'un Allemand a pas gagné. Je me dis pourquoi pas. Non, il faut encore attendre 120 ans normalement si on suit le classique. Bon, bah là, c'est pareil, hein, c'est 1m92, 80 kg, ça mange bien à la cantoche. Hein, je peux vous dire, si à la maison, vous avez Ghana, Kung et Pollitt qui viennent manger ce week-end, faudra prévoir des pâtes, hein, parce que ça va défourailler. Nils Pollitt, c'est pareil, Roubaix, ça lui réussit plutôt bien, hein, puisqu'il a déjà fait 2e en 2019. Il semble plutôt en forme, l'ami Nils. Il a fait 20e sur le Ronde. Il avait fait 10e d'à travers la Flandre, 20e sur Gand, 13e de l'E3, 21e de Milan-San Remo. Enfin, pour moi, il est dans un très bon état de forme. Sur des courses qui, encore une fois, lui correspondaient certainement moins que Paris-Roubaix. Et du coup, je sais pas, je le sens bien, Nils Pollitt. Vraiment, enfin, on sait que les wildcards, on les met aussi un peu en mode, voilà, on a envie d'en parler, c'est pas forcément des favoris, tout ça. Mais je sais pas, je le vois bien faire un coup... pas partir dans l'échappée matinale, mais être peut-être celui qui va anticiper cette année avec ses qualités et la connaissance qu'il a du parcours, capable d'aller au bout, quoi. Ouais, il fait une bonne saison des classiques à son niveau, en tout cas. Il y a rien d'exceptionnel, mais c'est pas du tout catastrophique. Il est toujours en deuxième rideau, on va dire. Il est là sans être hyper acteur de la course, mais Roubaix, ça lui a bien réussi en 2019 quand il se fait battre par Philippe Gilbert au sprint. Et je pense que depuis ce jour-là, chaque année, quand il y a Roubaix, il se passe quelque chose pour lui. Donc ouais, c'est sûr que c'est le genre de coureur qui peut avoir quelques libertés et qui saura en profiter si vraiment il a des bonnes jambes. Donc effectivement, Paris-Roubaix, Nils Pollitt, disons que vu son profil, il n'y a pas des masses de courses qui lui correspondent très bien. Non, mais c'est vrai, dans l'année, il peut aller gagner des étapes à droite, à gauche, mais course d'un jour, Roubaix, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est clairement pas le genre de coureur à qui il faudra laisser 2 minutes dans l'échappée qui partira parce que bon, je pense que c'est pareil. Lui, il faut qu'il anticipe pour gagner. Mais s'il arrive à le faire, et c'est ce qu'il avait fait d'ailleurs, il avait anticipé en 2019, puis il s'était fait reprendre, et puis avec sa puissance, il était le seul à pouvoir suivre Gilbert. Et non, voilà, c'est clairement un coureur qui vit aussi pour Paris-Roubaix, qui est présent depuis le début de la campagne en second rideau. Et moi, j'ai aucun doute sur le fait que voilà. C'est un malin aussi et il pourra très bien figurer sur ce Paris-Roubaix. Donc, pour moi, très très gros candidat au top 10, Nils Pollitt. Qui veut enchaîner, messieurs? Écoute, je vais y aller. Donc moi, c'est un Belge aussi, hein. Ma wildcard, il avait fait une perf incroyable l'année dernière sur Gand-Wevelgem en terminant 3e. C'est Dries Van Gestel, le coureur belge de la Total Energy. Alors je vous avoue que j'ai cherché longtemps dans la start list. Je me suis dit, allez, qui est-ce qu'on va tenter? Il a l'air dans une forme qui est plutôt correcte, hein. Il arrive dans le gros groupe là pour la 18e place au Tour des Flandres la semaine dernière, donc il est pas à côté de la plaque. C'est le genre de coureur qui d'habitude est quand même plutôt un équipier, même si sur les Flandriennes il peut avoir quelques libertés, et je me dis que c'est typiquement le genre de coureur qui peut aller dans l'échappée pour prendre les devants, dans l'idée de servir de relais
Sagan, peut-être pas quand même, parce qu'il faut que Sagan arrive à le rattraper, mais Turgis ou Danielos, on sait pas. Donc ouais, je pense que c'est un gars qui pourrait assez facilement, entre guillemets, prendre les devants, anticiper, et puis dans un bon jour, le truc qui va bien, aller chercher une belle perf. Donc voilà, j'avais envie de parler de ce coureur qui est pas le plus connu du peloton, qui a un bon équipier, mais qui l'année dernière en 2022 a fait quand même plutôt une bonne saison. Il était assez à l'avant, il a fait des bonnes classiques. Donc voilà, là il a pas eu les mêmes résultats cette année, mais j'ai pas l'impression que sa forme soit catastrophique non plus. Là à travers les Flandres, le Tour des Flandres, c'était un peu un peu plus rassurant. Donc voilà, ma wildcard, Dries Van Gestel. Ce que vous savez pas, chers auditeurs et auditrices, c'est que en off, Dries Van Gestel, c'est le chouchou d'Adrien. Nous, on le sait, hein, quand ça arrive sur les Flandriennes, c'est un peu son secret pick qui t'avait permis, il me semble, de bien perf sur Cycling Fantasy l'an passé. Je sais plus sur quelle course t'avais. Sur Gand-Wevelgem, justement, où il fait 3ème, je l'avais mis et puis je crois que j'en avais pas mal, et lui, il m'avait fait pas mal de points, oui, effectivement. Ouais, t'avais fait une super place. Bah ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Moi, Dries Van Gestel, je le remercierai jamais de m'avoir autant aidé sur Pro Cycling Manager à aller remporter des courses quand j'étais chez Total Energy, parce que c'est un super équipier, super stat, voilà, je le salue, et puis blague à part, ouais, il a clairement tout ce qu'il faut pour partir dans l'échappée, et puis il a clairement tout ce qu'il faut pour suivre derrière, il pourrait faire une belle place, et il est plutôt malin aussi, donc ouais, à suivre. Ouais, je suis d'accord, rien de plus à ajouter, c'est un coureur que j'aime bien, c'est peut-être le meilleur finalement de Total Energy, la meilleure recrue qu'ils ont eue pour les Flandriennes, puisque Peter Sagan finalement, l'histoire c'est vite, on a vite compris qu'il se passerait pas grand chose chez eux, mais non, mais lui depuis 2 ans, je trouve qu'il évolue à un niveau assez incroyable, il est très très fort, et pareil, il sera pas surveillé, donc pour moi un super outsider pour aller au jeu, même une très bonne place, typiquement dans les 10, je serais pas du tout étonné. À glisser dans la compo Cycling Fantasy impérativement, messieurs, dames. C'est ça. Et je vais parler de ma wildcard alors. Écoutez, puisque finalement, nous on parle de plein de coureurs depuis tout à l'heure, mais le vainqueur de dimanche, on l'a, je pense, Mikkel Bjerg. Alors, oui. Non, mais pourquoi Mikkel Bjerg ? Parce que des fois, ce mec-là, il nous sort des trucs de malades mentaux. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez déjà, je le trouvais plutôt bon sur l'ensemble des classiques flandriennes qu'on avait vues là sur Gand-Wevelgem, le 3, tout ça, alors que je l'avais jamais trop vu performer sur ces classiques. Et puis je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est lui qui roule comme un dératé là pendant les 2 derniers kilomètres avant le Quaremont là sur le Tour des Flandres, et puis qui permet à Pogacar de s'envoler. Et puis là on se dit Mikkel Bjerg, ciao quoi, il a fait son travail, et puis il va finir tranquillement à 15 minutes, soit il va bâcher tout simplement. Et non, en fait, quand j'ai regardé le classement, parce que j'ai dû regarder le classement vu qu'on n'a pas vu à part les 10 premiers, on les a pas vus les autres de la course à partir de la 2e ascension du Quaremont. Mais non, Mikkel Bjerg, il a fini 15e du Tour des Flandres, hein. Incroyable, mais vrai. Et en fait, Christophe c'est Laporte. quasi... Ouais, avec Christophe Laporte, en fait, avec Laporte, Benoît et Mikkel Bjerg, c'est les 3 meilleurs derrière ceux qui ont anticipé, et puis les 3 fantastiques. Quand tu vois le sprint qu'il a fait et comment il s'est écarté, ça veut dire qu'il a pas lâché l'affaire, et qu'il a été là. Et Mikkel Bjerg, encore une fois, je pense qu'une course comme Paris-Roubaix, où il faut envoyer du pâté, il faut être un très bon rouleur, ça lui correspond bien mieux que le Tour des Flandres, encore plus que des monts très pentus. Donc, quand je vois ce résultat-là, et quand je vois l'impression qu'il fait depuis quelques semaines, je me dis que c'est un mec qui pourrait totalement prendre l'échappée là, les 20 coureurs qui vont partir au bout d'1 heure là, et puis qui vont faire un très gros bout de chemin. Et attention, parce que Mikkel Bjerg, s'il est lancé ensuite, si vous laissez 1 minute, alors effectivement, il a pas fait de résultat sur Paris-Roubaix avant, donc peut-être que la technique sur les pavés il l'a pas, mais par contre toutes les zones de plat là où il faudra envoyer de la bracasse, il sera là. Donc écoutez, moi il sera dans ma compo Cycling Fantasy, Mikkel Bjerg, pour le prix qu'il coûte, je le prends, et je sais pas, je sens bien marcher. Alors effectivement, ça se trouve, on va plus en entendre parler à partir d'Arenberg, mais c'est un pari que j'ai envie de tenter, et de le voir même aller bien loin.
Ouais, bah moi je suis à fond d'accord avec toi. Franchement, c'est un coureur auquel j'avais pensé et ouais non, Michael Bier, il a été hyper impressionnant là, à quel point il a tiré le peloton et placé Pogačar dans une super position. Hein. Van Aert et Van Der Poel, s'ils étaient assez loin, c'est aussi parce que ça roulait tellement fort qu'ils n'ont pas pu remonter avant parce qu'ils savaient très bien que c'était la route Pogačar qu'il fallait prendre à ce moment-là. Donc ça c'est grâce à Michael Bier. Donc ouais, rien de plus à ajouter. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un peu l'inconnu sur Paris-Roubaix, mais pareil, hein, au vu de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, 6ème place sur Grand Webel Game, il fait quand même 5ème du Grand Prix de Denain. Alors bon, c'est pas enfin, ça reste une course pro et c'est pas forcément du World Tour et tout, mais ouais, je pense qu'il est en bonne forme et il y a moyen. Et puis clairement, lui, pour le coup, il sera libre de faire ce qu'il a envie. Hein. Personne va aller le coller s'il veut sortir. Il va essayer de prendre l'échappée. Je pense que s'il veut briller, je sais pas, je le vois gros comme une maison. Je sais pas pourquoi, mais je sens un truc. Mais bon, on verra. Ah, s'il est dans l'échappée, il va être chaud à aller chercher quand même, je pense. Suivant la physionomie de la course et si l'échappée a de l'avance et que derrière ça se regarde un peu, ça peut être compliqué. Très bien, il est l'heure de la dernière rubrique, messieurs, et on va parler des Français. Moi, je vais vous parler d'Anthony Turgis. Alors pourquoi ? On en a parlé très rapidement la semaine dernière et on disait qu'en effet, il n'était pas dans la forme de sa vie, mais qu'on voyait pas forcément de qui parler sur le ronde, voilà. Anthony Turgis, il fait 17ème du ronde, mais il faut savoir qu'il a eu une poisse. Mais la poisse à la Turgis, hein, ça va finir par être un mème parce que c'est pas possible. Il chute, donc il est dans la chute du coureur Bahreïn là. Derrière, il repart, 4 km plus tard, il crève. Et puis après, il part dans le mont suivant, il a un problème de dérailleur. Donc, voilà. Et malgré tout, il finit à 6 minutes 4 du vainqueur, 17ème place, en ayant galéré toute la journée. Donc, ça démontre quand même d'une forme qui est pas trop mauvaise. Et puis, ouais, je pense qu'il va pas être surveillé. Et que je pense que Turgis Paris-Roubaix, c'est une course qui lui va parfaitement bien. Peut-être pas mieux qu'une course avec des monts. On parlait de coureurs, mais voilà, le seul gros inconnu, c'est que dernièrement, il accumule en fait les coups de poisse, le pauvre Turgis. Et bon, on sait que sur Paris-Roubaix, il faut quand même de la réussite, donc voilà, au vu de ces dernières sorties, ça va peut-être être compliqué, mais par contre, j'ai été ultra impressionné finalement de sa performance sur le ronde, alors que je pensais pas qu'il serait capable de... Enfin, c'est une 17ème place, machin, tout ça, mais au vu des conditions de la course, on parlait par exemple de Bjerg qui avait malgré tout réussi à finir 15ème, vu ce qu'il avait fait. Turgis arrivait à s'accrocher mentalement et à aller faire un top 20 alors qu'il avait tout contre lui dans cette course. Et c'est pas plus mal, et je dirais que c'est quand même de pas trop mauvais augure. Ouais, non, mais je suis d'accord. Franchement, j'en avais parlé. Moi, c'était le Français que j'avais choisi sans trop y croire d'ailleurs dans la preview des Flandres. Et puis finalement, il a répondu présent. Il aurait peut-être dû anticiper, mais non, en tout cas, ouais, c'est un beau pari. Pareil, je pense qu'il devrait essayer d'anticiper sur Roubaix s'il veut espérer quelque chose. Mais c'est un mec c'est le genre de mec un peu comme Madouas. Plus la course est longue et plus elle est dure et plus il sera là. Il a une très très bonne pointe de vitesse également, donc non, mais je suis à 100% et je pense que voilà, c'est une de nos trois meilleures chances françaises sur Roubaix. Donc moi je serai à fond derrière lui parce que c'est un coureur que j'adore. Ouais, et puis en espérant qu'il ait enfin de la réussite avec lui, quoi. C'est vrai que c'est un coureur que tu l'as dit hein, dans la présentation, qui a eu pas mal de trucs de pas de bol, de crevaison, de chute, de machin. Donc après, voilà, on sait que c'est hyper important sur Roubaix, mais il faut pas croire à la poisse et ça peut aussi bien tourner. Et c'est clair que si tout tourne bien pour lui et que la course est difficile aussi, ça c'est vraiment quelque chose qu'il aime. Il saura répondre présent parce qu'il a quand même fait un Milan-San Remo, il termine 9ème, il était pas voilà, hyper bien placé dans le Poggio, et puis je crois que c'est le premier derrière la cassure de Trentine ou un truc comme ça, où il est juste derrière et il a pas l'énergie pour recoller. Mais ouais, à surveiller. En tout cas, Turgis, les chances françaises sont pas énormes cette année, donc forcément il fait partie des meilleures chances. Bon, qui est-ce qui a pris la porte, messieurs ? C'est moi, hein, je crois. Voilà. Ouais, donc à plus.
Voilà, ça c'est fait. Il est Non, bête. du coup, bah, Laporte, forcément, hein, obligé d'en parler. Surtout que là, la Jumbo va enfin mettre une tactique d'anticipation sur un monument. Et lui, il peut clairement en bénéficier. On l'a vu assez costaud. Enfin, c'était le plus costaud derrière les trois la semaine dernière. Donc clairement, on n'a aucun doute sur son état de forme. Voilà. Après, il va falloir que ça se goupille correctement. Mais je pense que voilà, il va de toute façon falloir que la Jumbo lance les hostilités de loin avec un de ses leaders, et Laporte en fait partie, et clairement ça peut vraiment hyper bien tourner pour Laporte, et même il peut battre n'importe lequel de ses adversaires au sprint après une course qui sera difficile aussi. Donc ouais, pour moi c'est la plus grosse chance française sur Paris-Roubaix. On sait en plus que c'est une course qu'il aime bien. Il a pas souvent été en réussite dessus, mais voilà, il a fait quand même 6e en 2021. Alors les conditions seront pas les mêmes, mais ouais, pour moi c'est la meilleure chance française. Ouais, puis c'est la course qui lui va le mieux. Hein. Je pense que par rapport aux rondes, là où il a le plus de chances d'aller s'imposer, c'est sur Paris-Roubaix. À mon avis, voilà, encore une fois, ça dépendra de sa place au sein de la Jumbo. Mais des fois, on en vient à se dire, c'est con, si Laporte il pouvait être dans une équipe où il est leader, on pourrait vraiment voir son plein potentiel et tout. Mais en même temps, c'est la Jumbo qui lui a fait passer un cap, donc c'est difficile. Hein, Ouais, puis même pas sûr, ça se trouve, si ça se trouve dimanche, il a plus de chances de gagner en étant membre de la Jumbo qu'en étant adversaire de Van Aert, tu vois. Ouais, peut-être, ouais, carrément. Ah ouais, non mais pour moi, Christophe Laporte, c'est la meilleure chance française et c'est pour moi un des grands favoris de ce Paris-Roubaix. Peut-être pas au niveau de Van Der Poel et Van Aert, mais on parlait de Ganna, de Pedersen, Stuyven. Pour moi, il est largement au niveau, voire même, voilà, pour moi c'est... si j'en mets deux derrière les deux crossmen, c'est Pedersen et Laporte, parce que Christophe Laporte, je trouve que il a une telle puissance sur le plat maintenant. Moi, il m'impressionne franchement. Mais comme quand il gagne son étape au Tour de France là, dans le dernier kilomètre, mais il te sort une puissance qui a, moi, il est hyper impressionnant là-dessus. Alors dans les monts, effectivement, il a été trop court, mais non, derrière, franchement, et puis c'est totalement un mec qui pourra bénéficier du jeu d'équipe. Donc, il a déjà montré en terminant 6e, je crois, d'un Paris-Roubaix où il bat d'ailleurs, c'est le 2021 là, où il bat d'ailleurs Van Aert au sprint pour régler le groupe qui termine là. Et non, c'est clairement une course qui lui convient parfaitement. Il est dans la forme de sa vie, Christophe Laporte. Moi, je le vois clairement briller et profiter d'un jeu d'équipe et puis même à la pédale. Alors, je pense que c'est pas un mec que tu vas lâcher comme ça sur des pavés plats ou encore plus si le pavé est sec. Donc, moi, je mets une grosse pièce sur Christophe Laporte. Très bien. Et Titien. Pareil à mettre dans la team Cycling Fantasy. Hein. Ouais. Oui, clairement, je suis d'accord. Titien, pour terminer, je crois que toi, c'est un Français qui en même temps est une wildcard. Ouais, non, c'est effectivement c'est Mathis Louvel. Mathis Louvel, alors il est peut-être pas encore hyper connu du grand public parce qu'il est jeune. Je crois qu'il a 22 ou 23 ans, mais c'est un mec qui a explosé, qui est dans l'équipe Arkea du coup et qui a explosé l'année dernière. Alors déjà, il a fait une campagne de classique flandrienne très très bonne l'année dernière. Il était là sur le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix, il finit 15e, il arrive dans le groupe qui se joue la 13e place, donc il a une très bonne pointe de vitesse au sprint. Sur les pavés, il passe très très bien. Et puis il fait une fin de saison de folie où il enchaîne les top 10, il gagne la course des raisins là devant des mecs comme Desmar, justement devant Philipsen, Van Gestel. Donc c'est un mec qui sur des courses difficiles où on retrouve ces adversaires là, il est capable de les battre. Donc moi effectivement j'en fais une pour la victoire, ça semble un peu compliqué, mais pour briller et peut-être pour la première fois pour entrer dans le top 10, c'est mon petit pari parce que c'est un coureur que j'aime bien, mais Mathis Louvel, voilà, il s'est un peu loupé entre guillemets sur le round, quoique il a un peu anticipé à un mauvais moment, je trouve. Ça lui a fait gaspiller un peu d'énergie, mais c'est des courses qui sont faites pour lui et voilà, encore une fois, c'est pas le plus grand nom français, donc c'est un mec qui pourra également tenter sa chance sans être tout de suite suivi par des cadors. Donc voilà, c'est mon petit pari côté français pour ce Paris-Roubaix. Je dirais qu'il perd rien moins que l'an dernier sur cette période-là. Ouais, exactement. Mais après, c'est toujours difficile à dire parce que finalement, voilà, l'année dernière, je
Je veux dire, là, il fait 27e sur le round, mais il arrive dans le groupe qui joue la 19e place, donc il est pas loin du top 20, qui est assez similaire à ce qu'il a fait l'an passé. Et puis là, il aura l'expérience, hein, donc non, ouais, c'est intéressant. Et puis peut-être que oui, bah, il va apprendre. Hein. En effet, il est sorti un peu à contre-temps pendant le round, et comme tu dis, quand on n'est pas ultra fort, bah, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, on gaspille des forces. Mais ouais, ce sera avec grand plaisir que j'aimerais bien le voir faire à peine mieux que ce qu'il a fait l'an passé. Et pourquoi pas, là, pour le coup, être offensif. Je pense être offensif sur Paris-Roubaix, c'est par rapport au round de la semaine dernière, ça rapportera plus, je pense. Enfin, je pense qu'on a meilleur temps à être offensif sur Roubaix que sur un Tour des Flandres format de la semaine dernière, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais en plus, il a que 23 ans, donc à mon avis, il aura encore progressé physiquement. Donc le début de saison, pour moi, il est un peu comme l'année dernière. C'est pas forcément hyper significatif non plus les petites différences de place comme tu l'expliquais. Donc c'est bien d'en parler parce que ça peut vraiment être un futur très bon coureur de classique flandrienne et ouais, clairement en anticipant, il y a un petit truc sympa à jouer. Bon les gars, ça fait 1h25, c'est-à-dire que les previews de course, elles vont bientôt durer plus longtemps que les lives de fin de course qu'on proposera. Ouais, mais quand la course est ouverte comme ça... de ouf. Non, puis la course est ouverte et comme vous l'avez dit, c'est une fois par an, alors si on peut pas se lâcher un peu... C'est Paris-Roubaix. Tout à fait. Et non pas le Paris-Roubaix, s'il vous plaît, arrêtez de dire le Paris-Roubaix. Voilà. C'était le petit coup de gueule de la soirée. Voilà, il l'a dit, il le pense. Retrouvez-le la semaine prochaine sur Radio Fringale. En tout cas, messieurs, merci pour cette édition. Alors, on n'oublie pas le petit partenariat avec Racine Bière pour gagner un coffret de 6 bières artisanales brassées par la brasserie Derifchen. Pour ce faire, je rappelle les règles rapidement. Un petit commentaire sous la vidéo, on s'abonne à Radio Fringale et il faut aller s'abonner à un des 2 réseaux de Racine Bière, donc soit Instagram, soit Facebook. Vous avez tout dans la description. Et puis si notre contenu vous a plu et que vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour la faire grandir et voilà, qu'elle se développe tranquillou. Messieurs, merci pour cette preview. J'espère qu'on a cité le vainqueur, mais là c'est quand même plus touchy que le Tour des Flandres. On n'a pas parlé de Frédéric Frison. Ah merde. Ni de Florian Vermersch, du coup ils vont faire 1 et 2 sur le... C'est ça, là c'est le moment de lâcher des noms comme ça le plus vite possible. Non mais en tout cas on s'est bien régalé sur cette preview, hâte d'être dimanche. Alors dimanche on essaiera certainement de lancer un petit live sur la fin de la course, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux et sur YouTube en post là, donc n'hésitez pas. Et puis pour la suite vous aurez les infos en temps voulu. Messieurs, on n'oublie pas de s'alimenter dimanche, de toute façon nous on n'aura que ça à faire, hein. Une bonne alimentation, une bonne hydratation, un bon canapé, voilà, c'est le secret d'un Paris-Roubaix réussi. C'est le plus important, Allez, bonne soirée à toutes et à tous, à tout bientôt, merci de nous avoir suivis pour cette preview Paris-Roubaix, n'oubliez pas de vous alimenter. Ciao ciao. Ciao tout le monde. Salut.